Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le webcast de l'IMO, le rendez-vous des professionnels de l'immobilier qui veulent prendre une longueur d'avance. Comme d'habitude, à chaque épisode, j'ai un nouvel invité, pro du secteur, agent, coach, innovateur, start-upper, qui vont nous donner un maximum d'expertise et de conseils durant ce webcast. Et vous pourrez retrouver tous ces tips dans un document qu'on aura co-construit ensemble, qui sera téléchargeable le lendemain de la diffusion de l'épisode. Et mon invité du jour, donc Vincent Lecamus, tu es donc cofondateur d'Imo2, qui est une plateforme de formation, finalement un peu le Netflix de la formation, c'est ça? Imo2, c'est un média qui a 17 ans d'existence. Ça a été créé le 2 novembre 2009, donc tu vois, ça ne nous rajeunit pas. Okay. Le sujet principal était la nouvelle technologie va transformer le secteur de l'immobilier. Donc, comment on peut écrire des articles qui vont aider les professionnels de l'immobilier à s'améliorer, à être plus performants sur le terrain. Et à côté de ça, on a une plateforme de formation qui s'appelle le Campus, dans laquelle, effectivement, il y a des formations en e-learning et on appelle ça le Netflix de la formation immobilière, puisque les gens peuvent suivre les formations où ils veulent, quand ils veulent. Et il y a plus de 150 heures de contenu aujourd'hui, donc ils ont de quoi faire. Ok, donc tu es aussi un peu t'es un peu un observateur aussi. Je vois beaucoup tes posts sur LinkedIn où tu vas prendre un peu, faire des parallèles finalement sur ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre, et amener une réflexion en France en disant et si ça se passait en France, ce qui aide évidemment les agents immobiliers à ouvrir un peu leur chakra. Ouais, c'est ça. Tu parles aussi de SEO, tu parles maintenant avec l'IA, il y a un boulevard, donc avec le GEO, on verra ça après pendant l'épisode. Et tu décryptes l'évolution de l'immobilier. Ouais, j'ai jamais perdu cette casquette, je la mets plus parce que j'ai laissé pousser les cheveux. mais pour le coup, non, ouais, je reste toujours très centré sur mon objectif, c'est comment le secteur de l'immobilier il va évoluer. Ouais. Et moi, je m'exprime sur ce sujet-là en essayant de donner des tips ou des axes de réflexion autour de ces sujets-là pour aider les professionnels, pour aider les acteurs de la PropTech, pour aider en fait tous ceux qui sont dans cette industrie à anticiper les choses, à évoluer, à se réinventer pour toujours améliorer l'expérience de leurs clients et faire du business dans les meilleures conditions possibles. Ok, le but du webcast, c'est exactement ça, de façon pratico-pratique. L'idée, c'est que les conseils que tu vas donner aujourd'hui, il faut qu'ils soient activables dès demain, dès aujourd'hui pour les mandataires, les agents IMO, les notaires, tous les pros de l'immobilier qui font de la transaction. Très bien. Donc, je te donne le contexte. Comment est-ce que je crée mes questions? Habituellement, c'est en croisant la donnée Le Bon Coin IMO. Donc, on a un panel d'utilisateurs qui sont des porteurs de projets, qui vont acheter un bien dans un délai court. C'est un panel de 3000 personnes. Et on a aussi, d'un autre côté, des professionnels de l'immobilier qui appartiennent au cercle de l'IMO. Et eux, pareil, on leur pose des questions tous les mois, on leur donne des études, ils testent les nouvelles fonctionnalités de Le Bon Coin IMO quand on fait des innovations pour pouvoir avoir un peu le pouls, voir ce qu'ils en pensent, etc. Et on croise cette donnée avec ton expertise, voir s'il y a des points de convergence ou de divergence. Mais là, on est allé un peu plus loin sur cet épisode parce qu'on part d'un constat, une loi qui a été votée en 2025 et qui rentre en application le 11 août 2026, c'est bien ça? Et qui donne la fin de la pige telle qu'on la connaît. Et c'est un gros bouleversement dans l'écosystème parce qu'on s'expose à du pénal, je crois, et allant jusqu'à 375 000 € d'amende, c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte? Je vais te donner un petit peu de contexte. Alors après, sur la partie légale pure, c'est pas là où je suis le plus expert, on va dire. Mais plus ou moins l'idée, c'est que donc c'est le 30 juin 2025, je crois qu'elle a été votée cette loi, et le décret explique qu'à partir du 11 août 2026, on n'a plus le droit de faire de prospection téléphonique. Sans consentement de la part des gens qu'on prospecte. Donc typiquement, l'exemple parfait, si on est sur Le Bon Coin, c'est un particulier qui va mettre son annonce immobilière sur Le Bon Coin, et on n'a plus le droit de l'appeler sans avoir eu son consentement au préalable. Le risque derrière, c'est 75 000 € d'amende pour une personne seule, 375 000 € pour une personne morale, une entreprise. Donc là, il y a un sujet qui est assez intéressant. Après, je pense que ça ne va pas être le plus gros risque au début et c'est presque pas le sujet qui est le plus important. Le sujet qui est le plus important, c'est que si jamais vous démarchez quelqu'un qui, sans avoir son consentement, avec de la pige téléphonique, que derrière tout se passe bien, que vous prenez vos 10 000 € d'honoraires et que derrière, il entend parler par un de ses copains, mais c'était l'agent immobilier qui t'avait appelé, tu sais qu'on n'a plus le droit de faire ça. Là, tu pourrais dire, je ne paye pas tes honoraires parce que tu m'as démarché. Et si jamais le conseiller immobilier n'a pas la preuve du consentement préalable
Avec au ce coup de client. téléphone, et il peut y avoir nullité du contrat et il ne sera pas obligé de payer les honoraires. Et ça, je pense que plus ça sera, plus il y aura de risques pour les conseillers immobiliers. Donc, voilà un peu le point. Et moi, mon premier sujet, c'est de dire, faites tout en sorte maintenant pour prouver que vous avez eu le consentement avant d'appeler les gens. Ok, alors ça peut être inquiétant pour pas mal de pros parce que je te donne un chiffre sur Le Bon Coin. Tous les particuliers qui mettent leurs biens à la vente, qui veulent vendre par eux-mêmes, finalement, 70% d'entre eux vont finalement passer par un pro de l'IMO. Évidemment, ils voient bien que c'est compliqué de vendre son bien seul. Ils ont beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de leads. Ils doivent faire des visites le week-end. On leur parle de DPE, on leur parle de juridique, etc. Donc, ils passent par un pro. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux professionnels qui nous regardent pour les rassurer quand même? Parce que ça fait partie de leur stratégie finalement. Je l'ai déjà vu dans beaucoup d'agences, cette pratique qui est quasiment quotidienne. Alors déjà, ça ne fait pas tous partie de leur pratique pour commencer. Et je connais énormément de top producteurs, des gens qui vont chercher 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires tout seuls, qui ne font pas du tout de pitch téléphonique. Donc en fait, on peut réussir à atteindre ces chiffres d'affaires-là sans faire de pitch téléphonique. La question, c'est quelle méthode de prospection on met en face. Je ne pense pas que la raison pour laquelle 70% passent par un pro, c'est parce qu'ils sont harcelés par des agents immobiliers au téléphone. Ils n'apprécient pas forcément, ça c'est vrai. Mais ils n'apprécient pas forcément. Et ils ne bossent pas forcément avec celui qui l'a démarché téléphoniquement. Ça peut être d'autres manières de le faire. Mais je pense que la raison profonde pour laquelle ils passent par un professionnel de l'immobilier, c'est qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'on croit que c'est facile de vendre, et puis c'est pas si simple, et puis c'est long, et puis ça génère de la peur, et ça génère des angoisses. Et en fait, au bout d'un moment, on a besoin d'un professionnel sur lequel s'appuyer pour réussir sa vente dans les meilleures conditions. Et ça, en fait, ça ne va pas être enlevé parce qu'il n'y a plus de pitch téléphonique. La pitch téléphonique, c'est juste un moyen d'atteindre ce propriétaire qui galère à vendre. Et donc, on a plus ce média-là, mais il en existe d'autres. Donc, cette loi va rentrer en vigueur à partir du 10 août ou du 11 août. Mais on est 11 de tête. Mais... Le 11 août, ouais. Je crois que c'est le 11 août. On n'est pas encore au mois d'août, on est en juillet. Donc, disons qu'on a un mois devant soi. Qu'est-ce que tu conseillerais pendant ces un mois de mettre en place pour encore profiter de cette fenêtre de tir? Tu vois, c'est marrant parce que je me suis posé la question en réfléchissant à ce que je pouvais dire dans le podcast. Je me suis dit, on le fait presque trop tard. Tu vois. Mais il reste du temps. Les agents immobiliers, et ça doit faire 15 ans que je dis ça, ils sont assis sur une mine d'or. Leur mine d'or, c'est leur base client. Ils ont dans leur logiciel normalement de quoi faire du business pendant plusieurs années devant eux. Très souvent, elle n'est pas si bien exploitée que ça. En tout cas, elle pourrait être mieux exploitée. Mais là, il va y avoir un problème. C'est que toutes les personnes, parce que dans la loi précisément, toutes les personnes avec qui tu as un contrat en cours, tu peux les appeler. Toutes les personnes où tu as le consentement qui est écrit quelque part et de manière prouvable et justifiable, si demain tu pars au tribunal, tu peux les appeler. Mais toutes les personnes avec qui tu n'es pas en contrat et tu n'es plus en contrat, tu n'as pas le droit de les appeler. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens dans ton logiciel, dans votre logiciel, vous n'allez plus pouvoir les appeler à partir du 11 août. Ou des fichiers qu'on a pu acquérir aussi de personnes qui potentiellement veulent vendre ou veulent acheter. Ouais, mais qui sont pareils. Alors, je parle du logiciel, pour moi, la base de données de manière générale. Donc, si tu as réussi à acquérir des informations sur les clients autrement, via des formulaires et compagnie, à partir du 11 août, tu ne pourras pas les appeler. Sauf si tu as le consentement explicite qu'ils veulent bien que tu les appelles. Et donc, tu as un money time maintenant. Tu as un moment, entre guillemets, assez important entre aujourd'hui et le 11 août où ça vaut le coup de trouver des contenus suffisamment intéressants pour réactiver ta base de données et pour faire en sorte qu'ils soient d'accord pour que tu les appelles. Limite, moi, je serais à deux doigts de prendre quelqu'un en stage ou pour rappeler tous les clients de la base tant que tu peux le faire. Je me rappelle à vous, est-ce que c'est possible histoire de réactiver le consentement maintenant, d'avoir les preuves de consentement, dire en fait, il a été d'accord pour que je la démarche. Parce que j'ai peur que demain, il y ait un risque lié à ça sur le démarchage téléphonique. Encore une fois, je pense qu'il faut raison garder aussi. C'est pas le 12 août. Si tu appelles quelqu'un, tu vas te prendre 375 000 € d'amende. Et on est en France, il y a toujours une sommation avant d'avoir
quelque problème que ce soit. Mais quand tu parles de consentement, c'est-à-dire que je prends un alternant, par exemple, qui va réactiver ma base, qui va appeler, il appelle mes clients et il peut leur dire bah voilà, on n'a pas trop le temps de se parler, il trouve le sujet de son choix, mais il explique que est-ce que je peux vous recontacter un peu plus tard dans l'année, peut-être même dans 1 mois ou dans 2 mois. Et là, il double avec un message en disant suite à notre conversation téléphonique. Exactement. C'est de ça qu'on parle, le consentement. Ouais, moi, je me suis posé la question sur le consentement. Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas juge, je ne suis pas au tribunal et je n'ai aucune idée de comment ce sera jugé. Mais plus tu as de preuves, moins tu es en risque. Et effectivement, et je pense que ce n'est pas que pour ce Money Time-là, de manière générale, à partir de maintenant, tous les coups de fil que tu passes à un potentiel client, à un prospect ou à quelqu'un sur ta zone de chalandise qui t'amène à avoir un accord de la part de la personne sur le fait que tu puisses le rappeler, que tu puisses le démarcher, toutes les rencontres que tu fais dans la rue, que tu fais dans les associations, que tu doubles d'un SMS en disant suite à notre rencontre à tel endroit, je reviens vers vous comme on avait convenu ensemble pour pouvoir convenir d'un rendez-vous, je vous rappellerai, blablabla. Bla. Limite, tu fais rédiger ce mail-là par ChatGPT ou par Claude, ce SMS, et tu le copies-colles pour tous les gens. Parce qu'en fait, ça va être ta preuve de consentement. Et là où ce sera le plus difficile d'avoir une preuve de consentement, ce sera pour les rencontres physiques. Parce que, je t'ai vu sur le bord du terrain de rugby, on avait discuté. Si tu ne l'as pas noté et que la personne elle est un peu filou derrière et qu'elle se dit je veux économiser les honoraires comme on en parlait, bah, tu l'as dans l'os. Donc il faut demander à ce que la personne t'envoie son contact par exemple. Alors tu vois, typiquement ça c'est un truc que je trouve très intelligent dans la réflexion que j'avais eue, et c'est drôle que tu la cites aussi. C'était un conseil, je l'avais oublié. Mais en gros, plutôt que de prendre le numéro de la personne toi-même et de le noter dans ton téléphone, et tu sais, ou de biper son téléphone pour dire c'est bon, on a les 2 numéros, demande-lui qu'il t'envoie ta fiche. Parce qu'à partir du moment où il t'a envoyé la fiche, c'est une preuve. C'est factuel. C'est factuel. Il m'a envoyé sa fiche à telle date, j'ai encore le message à ce moment-là. Là, c'est difficile au mec de dire oui, mais j'étais pas d'accord. Au moins on a une preuve écrite. C'est ça. Et ça vaut quand même le coup de mettre un petit message. Merci pour l'envoi de votre fiche, comme convenu. Je vous appellerai par rapport à votre projet immobilier ou pour discuter d'immobilier. Ok, très intéressant. C'est vrai que, on le verra pendant le webcast, il y a plein d'aspects différents du consentement qu'il faudra déjà avoir et stocker aussi. Parce qu'un appel entrant, on ne va pas forcément le stocker dans son téléphone. Donc il va falloir peut-être prendre des screens, mettre en place une méthode de… Ouais, ça, je pense que c'est plus compliqué. Je pense que c'est plus simple de répondre, de prendre la dynamique de répondre après chaque échange téléphonique avec une nouvelle personne, d'envoyer un SMS pour dire voilà ce qui s'est passé. À partir du moment où la personne ne répond pas en mode mais je vous ai jamais demandé de me démarcher, ou j'ai jamais été d'accord, je pense que ça vaut consentement. Et c'est vrai qu'il y aura peut-être… le cadre n'est pas encore complètement défini des premières attaques ou des premières plaintes. On verra avec la jurisprudence qui va se faire au fur et à mesure du temps. Mais en l'état, c'est déjà une bonne manière comment on dit ça ? D'appréhender le sujet déjà. Discipline. Je vais dire une bonne discipline, mais… Mais c'est déjà une bonne discipline à prendre parce que les autres ne le feront pas, forcément. Et toi, au plus tôt tu le fais, au plus tôt tu mets aussi tes collaborateurs dans cette discipline-là. En fait, c'est assez marrant parce que dans l'immobilier, de manière générale, tout ce qui est problématique, Tracfin, c'est chiant à faire, Tracfin, c'est… je ne sais pas si on a le droit de dire des mots comme chiant. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai fait mais je ne sais pas ce que c'est. Tracfin, c'est l'obligation de dénoncer des soupçons si jamais il y a du blanchiment d'argent potentiel. C'est la lutte contre le blanchiment. Déontologie, non-discrimination, en fait, tous ces sujets-là qui incombent aux professionnels, en fait, c'est qu'une histoire de process. Donc là, la première étape de cette nouvelle loi par rapport au consentement, c'est une histoire de process. Donc, pose une feuille, mets le process en place, éduque tes collaborateurs pour qu'ils aient ce process-là. Tu n'as pas de problème à l'avenir et ça ne devrait rien se passer. Ok, très bien. C'est noté. Du coup, donc, disons que maintenant on est en septembre, la loi est rentrée en vigueur, on a mis les process et on doit avancer. Donc certaines personnes ont basé leur stratégie beaucoup sur la pige. Et donc, il faut trouver une nouvelle méthode de prospection. Et tu as théorisé, disons, la grammaire de la prospection
et plusieurs nouvelles méthodes dont tu m'as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais le détailler pour les pros de l'IMO? Alors déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas moi qui l'ai théorisé. C'est Sébastien? C'est Sébastien et Jean-Guy, oui. Ok. Jean-Guy Ourmière et Sébastien Tedesco. Lors d'une masterclass qu'on a fait sur le campus, notre plateforme de formation, justement sur ce sujet-là et les nouvelles méthodes de prospection. Qui est disponible d'ailleurs. Qui est disponible comme c'est une bibliothèque en ligne, un peu ouais, de... tout à fait, ouais. Ok. On peut l'acheter, on peut la Ok. suivre complètement, où là ils vont encore plus rentrer dans le détail que ce que je vais faire aujourd'hui. Mais en fait, je trouvais la méthode très intéressante et je trouve ça cool de la partager parce que notre objectif, c'est effectivement de gagner notre vie en éduquant les professionnels, mais c'est surtout que le marché il s'améliore. Ouais. Et donc, c'est Jean-Guy et Sébastien qui ont théorisé ça. En fait, ils sont partis d'un principe assez simple, c'est qu'il n'existe pas qu'une méthode de prospection. La piche téléphonique, c'est une méthode de prospection pour un vendeur PAP qui a un projet. Et ça cible que cette typologie-là de clients. Ouais. Donc, tu sais, c'est très Oui, c'est juste un fermé, canal, quoi. C'est aigu. une cible, un canal, voilà, exactement. un appel. Et en fait, ils se sont posé la question de OK, il y a quoi? Il y a des cibles, des canaux, et ils ont appelé ça des typologies de contenu. Ouais. Mais en gros, des excuses. Moi, j'appelle ça des excuses pour parler avec des personnes, toucher des personnes, appeler des personnes. Voilà. De souvenir, il y a 7 typologies de cibles qu'ils ont identifiées. Ok. Donc, tu vois, vendeur PAP, ancien client, acheteur et compagnie. Donc, on partagera exactement les différentes. C'est vrai qu'on va faire un document à la fin du webcast qui sera téléchargeable et c'est un tableau finalement des différentes cibles avec les différents canaux, etc. qu'on pourra partager. Ok, trop bien. Donc, 7 typologies de cibles différentes, Ouais. 8 typologies de contenu et 8 canaux. Okay. Les Pour, canaux, ça les va toucher. être réseaux sociaux, emailing, etc. Téléphone, SMS, porte-à-porte, tu vois, aller frapper à la porte des gens. C'est bête, mais Ouais, c'est le tu vois, terrain. ça- En même temps, c'est la base. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment ça. Tu choisis une cible, tu choisis une typologie de contenu. Pareil, une typologie de contenu, ça va être un baromètre des prix, ça va être une typologie de contenu bête, ça va être je viens de penser à vous, tu vois. C'est une typologie de contenu pour tes anciens clients. Et après, tu choisis ton canal. Et en fait, quand tu multiplies tous ces trucs-là, donc 7 cibles potentielles fois 8 contenus potentiels fois 8 canaux différents, ça fait 7 fois 8 fois 8. 448. Bien joué. Ouais. Et en fait, tu enlèves la pige, Ouais. bah, tu perds une typologie de contenu, T'enlèves il un t'en canal. reste 447. Et en fait, une fois que tu as théorisé ça, ça te rassure. Tu dis en fait, il me reste encore plein de solutions. La seule question, c'est avec lesquelles je suis à l'aise. Et c'est juste ça qu'il faut trouver. Tu vois, je vais essayer de te donner un exemple bête pour qu'on soit efficace sur ce sujet-là. Tu vas encore toucher des vendeurs en PAP qui ont un projet, on va dire ça. Tu prends une typologie de contenu. Là, je parlais du baromètre des prix. Bah, tu prends baromètre des prix. Et je parlais du porte-à-porte. Ouais. Et ben, en fait, tu sais qu'il y a des vendeurs dans une rue. Tu l'as vu sur le Bon Coin. Tu l'as vu sur un logiciel que tu payes. Tu l'as entendu parce qu'il y a des gens qui ont dit que. Bah, tu dis, OK, je me fais cette rue. Je fais un baromètre des prix de l'immobilier de la rue Victor Hugo, parce qu'il y a une rue Victor Hugo Il y en a dans une toutes les villes. Ouais. De la rue Victor Hugo de la ville où tu habites. Et tu fais juste cette rue-là. Ouais. Bonjour, je passais vous voir, j'ai fait un baromètre des prix, je voulais savoir si ça vous intéressait, parce qu'en fait, j'étais faire une estimation juste à côté et compagnie. Et ça te donne une excuse pour aller voir tout le monde. Et bah, tu as une méthode de prospection qui fonctionne pour aller toucher ces gens-là. Et la rencontre terrain n'est pas soumise évidemment au consentement, etc. C'est juste Tu as le droit de, peut-être que… de discuter. Tu avais donné un conseil parce que, alors tout le monde ne le sait pas, mais on fait une tournée de France, les bonnes rencontres avec toi notamment. D'autres experts de l'immobilier pour aller à la rencontre des agents immobiliers, physiquement. Et tu avais donné, je ne sais plus si c'est à Fontainebleau ou à Nantes, tu avais donné un conseil qui était vraiment top. Tu sais, t'en donnes beaucoup. T'en donnes fois. Non, mais attends, c'est important. Non, mais le dernier, donc c'est Fontainebleau parce que c'est le dernier que j'ai en mémoire. Quand un client d'un agent immo demande une expertise sur un immeuble d'un appartement, grâce à l'IA, tu avais aussi suggéré de… je te laisse terminer, mais suggéré de le faire pour l'ensemble. Exactement, mais en fait, c'est exactement le même conseil que celui-là. Mais c'est une méthode de prospection, c'est comme ça que je voulais le présenter.
Mais en fait, cette méthode de prospection, elle marche très très bien le jour où tu dois aller rendre une estimation pour un R2. En fait, tu as passé 2 heures sur un client à faire ton estimation. Donc, tu as tous les prix, tu as tous les vendus à côté, tu as tous les comparatifs, tu as vraiment énormément de data. L'histoire du bâtiment, potentiellement. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as compilé un document que tu vas présenter à tes vendeurs pour rentrer le mandat. Quitte à avoir passé 2 heures dessus, autant dire à l'IA, retravaille à partir de cette estimation-là. Fais-moi un baromètre. Sur plusieurs typologies d'appart, peut-être? Ouais, que tu peux adapter aux différentes typologies d'appart ou un baromètre des prix de la résidence avec T2, T1, T3. Tu vois, vraiment un truc, un document facile à distribuer. Et tu peux aller voir toute la résidence, tu peux aller voir toute la rue et ça te fait une excuse pour aller à la rencontre de gens. Hyper intéressant. Et du coup, sur ce document qu'on donnera, on verra bien les différents tracés possiblement à faire. Donc, le particulier que je vais toucher avec tel contenu sur les réseaux sociaux. Là aussi, pour les réseaux sociaux. Ça va être à chacun de choisir. Mais tu vois, regarde, on ne change pas la typologie de client, on change juste le média. En fait, ton baromètre, une fois que tu l'as fait, tu peux dire à ChatGPT ou à Claude, à partir de ce baromètre-là, je veux que tu me sortes des images carrées pour Instagram, de tel tableau avec mon nom en dessous, un QR code pour qu'on puisse me recontacter et que tu me rédiges un post basé sur le… Et en fait, ou un carrousel. Fais-moi un carrousel avec… et en fait, c'est une autre méthode de prospection qui là, elle est plutôt liée à de la visibilité et des gens qui vont venir vers toi, mais basé sur le même contenu et la même typologie de client. Et après, tu changes Tu ajustes à chaque fois. Voilà. À la fin, tu peux faire un formulaire, par exemple, que tu crées. Comme ça, les leads peuvent, entre guillemets, tomber tout seuls. Enfin, non, c'est pas vraiment. Il y a beaucoup de travail avant ça. Mais tu peux recevoir des leads réguliers de ce post Instagram ou ce post Facebook. Tout à fait. Et puis, si tu l'as communiqué dans ta newsletter, qui est encore un autre média, ou si tu distribues une gazette dans laquelle il y a ce baromètre des prix du quartier, mais en fait, c'est tout un tas de médias qui, compilés, vont faire qu'au bout d'un moment, tu as landing page. Et ça, je pense que c'est un point assez intéressant, c'est de parler justement de landing page. Alors, pour ceux qui nous écoutent en français, c'est une page d'atterrissage. Et en fait, c'est une page qui est dédiée au fait de prendre l'information d'un client pour une raison donnée. Créer un contact avec du contenu sur cette page aussi qui donne envie de donner son contact. Ça, tu vois, c'est un truc dont je parle depuis ultra longtemps. Alors, pourquoi je parle de page d'atterrissage ? C'est simplement que c'est aussi une très bonne manière d'avoir du consentement. Parce que tu peux avoir du consentement par de l'opt-in, vous m'autorisez à vous appeler par téléphone. Tu vois. Et c'est réglé. À partir du moment où tu as ça dans ta base de données, qu'il y a quelqu'un qui l'a coché et que tu es capable de dire ça a été le 8 septembre 2026 que la case a été cochée et que tu es capable de le prouver, tu as le consentement qui va avec. Après, ce qu'il faut, c'est respecter une règle qu'on donne depuis des années chez Imo2. C'est qu'en fait, si tu veux que ça transforme, il faut que tu n'aies pas de friction ou de questions à se poser sur toute la chaîne de valeur. Donc, minimiser les clics aussi. Le nombre de clics, par exemple. Tu as tout un tas d'optimisations comme celle-là, mais l'optimisation de base, c'est je te promets un contenu ou une valeur ajoutée. Ça peut être une estimation gratuite, par exemple. Ça marche encore très bien. Ce n'est pas ce que je conseille le plus, mais malgré tout, ça continue à marcher très bien. Mais si on prend le truc du baromètre, recevez les prix de votre quartier, il faut que l'offre de valeur de l'endroit où tu postes, ça peut être ta newsletter, ça peut être une pub AdWords que tu as payée sur Google, ça peut être un post sur les réseaux sociaux, ça peut être une pub sur les réseaux sociaux, peu importe. L'offre de valeur qui est là doit être la même que celle qui est expliquée sur ta page. Il faut vraiment que ce soit la même chose et que la personne se dise c'est ça couleur. Que je veux. Il faut que tout soit pareil pour pas que son cerveau se dise attends, je suis passé où ? Tu cliques, tu mets bien l'opt-in en dessous pour réussir à avoir le consentement et que le contenu que tu proposes soit exactement le même que… Et en fait, une fois que tu as respecté ce passage-là, normalement, tu devrais réussir à transformer. Et après, c'est la répétition des efforts et des messages similaires qui font qu'au bout d'un moment, tu as des gens qui tombent dans ce panier qui te permet de remplir ton logiciel avec du consentement à l'intérieur et de pouvoir après, derrière, traiter de la manière la plus simple possible un client avec le coup de téléphone. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux aussi d'opt-in. Tu peux très bien faire de l'opt-in pour avoir un client chaud, quelqu'un qui a un projet tout de suite, mais tu peux aussi faire de l'opt-in un peu de découverte qui va plus être de la notoriété, je pense. Là où tu vas prendre du contact de personnes qui sont dans une zone de chalandise X
mais que tu pourras réactiver après, du moment qu'il est rentré en opt-in. Là, on rentre encore dans un autre sujet, on n'est plus du tout sur les méthodes de prospection, mais c'est en fait, c'est une fois que tu as rempli la landing page, une fois que la personne a rempli ses informations, toi, très vite, tu dois aller sur de la découverte pour savoir quel est son niveau de chaleur. Et une fois que tu connais son niveau de chaleur, ça va donner la manière dont tu le traites. S'il est chaud, c'est coup de téléphone, et tu le rappelles le plus possible pour pouvoir faire R1, R2, signature de mandat le plus rapidement possible. S'il est tiède, tu essayes de voir quand est-ce qu'il va être chaud, de lui donner un peu des contenus qui vont le permettre de passer à l'action. S'il est froid, tu le mets dans ta base de données avec le consentement à l'intérieur et puis tu lui envoies les contenus que tu envoies, la newsletter et compagnie. Tu le rappelles une fois par mois, une fois tous les 2 mois, histoire de savoir un peu où est-ce qu'il en est dans son projet. Et là, tu vas pouvoir le transformer. Mais le point important dans ce qu'on a raconté là, c'est réussir à créer une machine de génération de prospects avec consentement. Avec consentement. Et c'est vrai que dans l'univers méta, sur Facebook ou Instagram, tu peux avoir les formulaires pré-remplis. Tu sais, avec les cookies, tu vas faire une landing page, mais tu auras le numéro de téléphone, l'adresse email et le nom, prénom de la personne pré-remplis. Donc, s'ils voient, par exemple, que tu fais une publicité sur une estimation gratuite, quand ils cliquent en savoir plus, il est un opt-in en 2 clics. Quoi. Donc, ça aussi, peut-être qu'on peut encourager. Bon, prochaine question. Donc là, on parlait un peu des opt-in. Il y a aussi une façon d'avoir des clients, c'est que les clients viennent à toi, c'est d'ailleurs préférable. Et pendant de nombreuses années, le SEO faisait partie de ces stratégies d'acquisition client. Donc le SEO, c'est le référencement entre guillemets naturel. À l'ère de l'IA et de la recherche conversationnelle, on a un nouveau SEO qui a émergé, qui est le GEO. Est-ce que tu peux nous en dire plus et donner des conseils aux agents immobiliers de comment aborder le GEO ? Ce qui est assez intéressant, déjà, je pense que le SEO en tant que tel, il n'est pas totalement mort. Et que la grosse base du GEO, je dis GEO alors que je dis SEO, mais la grosse base du GEO, c'est quand même les fondamentaux du SEO. Avec quelques éléments en plus qui sont que maintenant, c'est les LLM, donc l'intelligence artificielle, est capable de lire des mots et de faire des liens entre ces mots. Donc typiquement, si ton nom de marque est cité, c'est suffisant pour faire un lien qui apporte de la valeur à l'IA et pour qu'elle te référence parmi les premiers qu'on cherche. Le sujet principal, c'est il va y avoir avec le temps, on ne sait pas trop à quelle vitesse, de plus en plus de gens qui demandent quelle est la meilleure agence immobilière de mon quartier, quel est le meilleur agent immobilier de mon quartier, et il faut que ce soit vous qui ressortiez. En gros, c'est plus ou moins ça. Je fais un résumé très global. L'idée, c'est qu'avec ces méthodes de prospection, il y en a plein qui sont liées à du contenu que tu vas mettre de manière publique, des réseaux sociaux. Tu veux que les gens viennent à toi, tu vas avoir les avis clients, les commentaires, potentiellement ton 4x3 dans la ville, potentiellement un article dans un journal local et ainsi de suite. Et en fait, tous ces éléments-là, c'est ce qui va, entre guillemets, le plus compter pour le GEO. Parce que l'intelligence artificielle, comme au tout début du SEO d'ailleurs, va accorder beaucoup plus de valeur sur ce qui se dit de toi ailleurs que sur ce que tu dis toi-même de toi. Donc, elle se méfie du site internet du professionnel finalement. Elle ne va pas aller prendre comme content. Elle va prendre comme information le site internet du professionnel, mais elle va aller le comparer avec tout ce qui se dit à côté. Et s'il ne se dit rien à côté, ce n'est pas suffisant pour émerger. Et c'est là où il y a un sujet qui est très intéressant et qui sert d'ailleurs dans la prospection, c'est la cohérence entre tout ce qui est dit. Et la clarté de ton offre de valeur et de ce pourquoi les autres parlent de toi et de ce pourquoi les autres te recommandent. Plus ça c'est cohérent, plus ça c'est clair et plus ce qui est dit par d'autres est complémentaire, est cohérent et dans le même état d'esprit que ce que toi tu dis, plus tu vas aller dans le lien. Exactement. Et après, je pense que dans les choses qui comptent le plus aujourd'hui en GEO, mais encore une fois, c'est assez flou tout ça. Un truc dont je suis sûr, c'est les avis clients. Ce qui est écrit dans les avis clients, pas seulement le fait d'avoir 5 étoiles, mais ce qui se dit sur toi. Déjà, d'avoir 5 étoiles, c'est bien, parce que malgré tout, ça te permet de ressortir. Mais effectivement, après, tu as ce qui est écrit dans les avis clients, parce que le LLM fonctionne sur de la recherche de ce qui est écrit. Le LLM, son job, c'est d'écrire, de prévoir les mots qui vont être dits. Et en fait, plus il va y avoir de mots-clés qui sont aspirés par le LLM concernant ta marque,
plus tu as de chances que quand quelqu'un fasse une recherche, ces mots-clés correspondent à ta marque. Ok. Donc ça, c'est hyper important. Et tu vois, c'est pas encore une méthode de prospection. Mais si, tiens, sujet intéressant. C'est pas encore une méthode de prospection. Mais malgré tout, le fait d'avoir une discipline sur le fait de récolter des avis clients, ça devient un générateur de business. Une pub toute simple, tu peux mettre une pub sur les réseaux en mettant « Demandez à l'IA qui est le meilleur agent immobilier de votre ville », par exemple. Et si jamais tu as fait le travail en amont, tu sais que tu vas ressortir et du coup, c'est une pub assez… Mais tu vois, en parlant des top producers, il y a une fille, Sarah, que je salue si elle regarde le webcast, qui est numéro 1 d'un grand réseau. Et je crois qu'elle l'année où j'ai parlé avec elle, elle allait chercher 600 ou 660, je ne sais plus. Mais bon, tu vois, déjà, c'est pas mal en CA. Ouais. Elle est manageuse d'une agence ouais. et elle s'occupe de la gestion locative sur les 3 agences sur les 3 agences. Ouais. Et je lui disais, en fait, tu dors pas. Et elle me disait, si. Je lui dis, mais rien que la gestion locative, c'est un enfer à gérer. Elle dit, attends, on a des gens qui sont chargés de gestion locative, qui s'occupent de toute la partie administrative et suivi des gens qui sont déjà rentrés. Moi, je gère la gestion locative pour rentrer les nouveaux mandats de gestion. Mais en fait, je fais rien. 95% de mes mandats, ils rentrent parce que les gens sont en gestion locative dans une agence concurrente. Ils tapent le nom de l'agence concurrente pour avoir le numéro de téléphone de l'agence parce qu'ils ont un problème. Et là, ils voient sur Google que c'est moi numéro 1, 4,5 sur 5 sur je ne sais pas combien d'avis clients, mais il y en a, tu vois, c'est au moins plusieurs milliers d'avis, et machin. Ouais. Et du coup, ils disent, attends, mais en fait, plutôt que de les appeler toutes les semaines pour régler un problème, je vais passer avec elles. Et en fait, ce n'est pas de la prospection active. C'est de la réputation. C'est de la prospection passive, mais ça reste de la prospection quand même. Et oui, c'est de la réputation. C'est de la réputation. Et ça peut te faire ressortir dans le géo. Et d'ailleurs, on parle de réputation. Une personne va te choisir parce qu'évidemment, il te voit sur Internet ou parce que tout simplement, c'est toi qui as le mandat. Donc, il n'a pas d'autre choix que de te choisir. Mais il y a aussi une autre façon qu'on doit aborder quand même si c'est très rapidement qu'on l'abordera. Le personal branding, si on est une figure locale, qu'on nous voit un peu partout sur les panneaux, qu'on est connu, qu'on est, je sais pas moi, qu'on fréquente telle école ou qu'on est présent sur les fêtes de village, etc., on devient une figure locale et du coup, on a peut-être moins besoin de prospecter. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, en termes de personal branding pour aider les professionnels de l'immobilier à attirer les mandats finalement? Je vais en donner 2. Tu parles beaucoup du local, mais les réseaux sociaux fonctionnent aussi. Alors, si tu n'as pas le local, les réseaux sociaux sont Tu peux géolocaliser aussi dans les réseaux sociaux. Moins forts, Tu peux géolocaliser dans les réseaux sociaux. Mais c'est des choses qui sont complémentaires. Moi, mon sujet, je vais donner deux éléments que je trouve intéressants pour le personal branding. Il y en a plein d'autres, mais c'est les 2 qui me viennent en tête tout de suite. Un élément différenciant. La plupart des gens que j'ai vus exploser en personal branding, ils ont des lunettes roses. Tu vois, moi, j'ai mes lunettes roses. Un chapeau. Un chapeau un peu remarquable. Ils font toute leur visite. Il y a un panda dans la maison, tu vois, une peluche, pas un vrai panda, sinon c'est un peu complexe l'histoire. Mais tu as plein de trucs comme ça. Il y a une dame que j'ai rencontrée là dernièrement. Sa marque de fabrique, c'est la tulipe. Et donc, du coup, sur toutes ces cartes de visite, sur toutes ces communications, il y a de la tulipe. Du coup, j'espère qu'elle offre une tulipe au moment du mandat. Tu vois. Et en fait, donc ça, cet élément remarquable qui fait que tu as quelque chose sur lequel te baser quand tu vas en parler à quelqu'un, ça fait une vraie différence. Et en plus, je reprends l'exemple des lunettes roses, mais typiquement, quand c'est identifiable tout de suite, et ben en fait, les gens, quand ils voient, ils font « Ah mais si, c'est l'agent immobilier aux lunettes roses. » Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. Après, il faut que ce soit en adéquation avec ton image de marque. Si tu fais l'ultra luxe, tes lunettes roses, il vaut mieux que ce soit des quartiers. Mais il y a un truc… Quoique. Et encore que. Je traîne peu dans l'ultra luxe, mais c'est une vision que j'ai en tout cas, qui est peut-être très fausse. Non, quartier, c'est Cali. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Ah non, je pense qu'ils ont des super lunettes. Deuxième sujet, et je pense que ça, c'est un point qui est ultra important, c'est que je pense qu'on choisit une marque et qu'on choisit de travailler avec quelqu'un parce que les why sont alignés. Parce que la raison d'être profonde de pourquoi il fait ce métier, ça fait résonner quelque chose chez la personne qui a envie d'eux. Et donc, en fait, à mon sens, avant de parler il faut que tu écrives tant de posts, la régularité, qui sont des choses vraies, qu'il faut travailler et compagnie, mais commence par
définir c'est quoi ta raison d'être, pourquoi tu fais ce job-là. Et à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais ce job-là, tu vas voir tous les sujets à travers un autre angle et c'est cet angle-là et la manière dont tu vas le traiter qui va faire la différence et qui va résonner ou non chez tes clients. Il n'y a pas besoin que ça résonne chez tout le monde. Il faut juste que ça résonne chez suffisamment de clients pour que ta boîte elle soit pérenne. Être authentique, être vrai, et du coup, ça parle parler de ce du but un peu de pourquoi est-ce qu'on travaille. Parce qu'en fait, tous les agents immobiliers vont parler de la même chose. Du côté humain, Ouais, c'est ça, de l'association du quartier, de l'événement qu'il y a eu dans le quartier, de la visite, du nouveau bien, machin. Enfin, ils vont tous parler de la même chose. C'est la manière dont tu l'abordes et l'angle avec lequel tu l'abordes qui va faire la différence et qui va faire écho ou non chez ton potentiel client. Ok, très clair. Ou en tout cas, le verbaliser sur des posts. Ouais, c'est ça. Non, et toi, le comprendre, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as cet angle-là, tu vas te rendre compte que tout ce que tu écris, tout ce que tu fais, il est dans cet angle-là et ça va se ressentir au bout d'un moment chez les clients. Après, si je peux donner un troisième truc, c'est abandonne pas tout de suite. C'est pas parce que tu fais 5 posts et que ça fonctionne pas pas. Je pense que nous, pour exploser sur le marché immobilier, à l'époque, je pense qu'il a fallu 1 an et demi, 2 ans. Le temps raconter notre vie, de machin, ça prend longtemps. Par contre, une fois que c'est passé, c'est d'une pérennité. Enfin, tu as des hauts et des bas avec certains moments. Des fois, tu as un post qui prend bien et qui va drainer derrière tous les autres posts que tu as pu faire. C'est ça. Ok. On arrive à la fin. Cher Vincent, j'ai une dernière question pour toi. C'est un peu la question rituelle à la fin du webcast de l'IMO. Est-ce que tu aurais un exemple, un cas d'usage ou même, je sais pas moi, une citation, une phrase que tu pourrais donner aujourd'hui aux pros qui nous regardent, mais que tu n'as jamais donné avant dans les médias, ce qui doit être difficile. Et je le saurais, parce que je regarde bien ce que tu fais. Et puis tu es à côté de moi toutes les semaines. Et je suis à côté de toi toutes les semaines, donc ouais. Je vais donner ma dernière méthode de travail. On va aller compléter sur ce sujet du why, d'anglais et d'aller faire du bruit sur les réseaux sociaux. Là, j'ai mis en place un truc dernièrement qui me fait gagner beaucoup de temps, qui marche plus ou moins bien, mais qui marche, en tout cas moi, pour mon organisation et pour mon impression de monter en puissance assez bien. C'est que j'utilise les agents IA. Donc là, je suis sur Claude, mais ça marche très bien avec ChatGPT ou avec Gemini. En fait, je le connecte avec mon Gmail. J'ai fait un Gmail dédié dans lequel j'ai l'ensemble de mes newsletters. Comme ça ne touche pas à mon perso. Tu vois. Et je lui dis, va lire mes newsletters tous les matins. Et à 7h03, je veux que tu me fasses un résumé des 10 sujets les plus importants à côté desquels je ne dois pas être passé. Je veux que tu me dises pourquoi c'est important. Je veux que tu me mettes un exemple d'accroche que je pourrais faire sur les réseaux sociaux. Et je veux que tu me mettes une conclusion tranchée par rapport à tout ce que tu sais de moi et de comment j'aime m'exprimer sur les réseaux. Et donc, tous les matins maintenant, avec régularité, je lis les 10. Là, avant de venir pour le podcast, j'ai lu les 10. Donc, j'ai 2 sujets là que ma tête tourne encore là-dessus. Et en fait, à force de faire ça, je fais une meilleure veille. Après, je vais creuser les sujets avec l'intelligence artificielle. Je vais monter en compétences et je vais apprendre des trucs. Et puis, je vais écrire des posts pour les réseaux sociaux. Et en fait, du coup, je suis passé du flux RSS simple. Voilà, des 27 newsletters que tu ouvres à un endroit où on me fait un résumé, où je peux creuser et compagnie. Et surtout, je suis passé, je te dis, de 2 posts par semaine sur les réseaux sociaux à 5 posts. Et puis, j'ai un backlog, comme on dit, une liste de posts que je devrais poster qui est énorme, longue comme le bras. Et je n'ai pas encore le format ou le lieu où tu vas diffuser tout ça. Tu sais, quand tu t'obliges, c'est pas la discipline, mais c'est une discipline saine. On n'aura pas le mot. On n'aura pas de discipline saine dans le podcast. Mais ouais, non, j'ai pas encore pris le pas de traiter ce backlog. Je pense que c'est l'étape d'après, de me dire toutes les semaines, à telle date, je reprends mon backlog et je trie les sujets les plus importants pour poster encore plus de posts. Mais pour le coup, je pense que l'utilisation des agents IA sur ce sujet-là est vraiment le truc qui te permet d'aller beaucoup plus vite. Et pour un agent immobilier juridique, information sur la zone de chalandise, le quartier, la politique locale et compagnie, tous ces sujets-là, pour être la personne la plus sachante de sa zone de chalandise, avoir toujours des nouvelles choses à raconter. On est encore sur ce sujet d'excuses pour aller voir les clients. On est toujours sur des outils qui servent de la prospection. C'est vraiment quelque chose qui va faire passer des agents immobiliers de
performant à... Je sais pas c'est quoi le prénom du gars de Flash, mais tu vois, il y a vraiment son nom et son prénom. Ah, je sais pas. Je sais pas non plus. Parce que j'ai fait tu vois, de Bruce Banner qui passe Hulk, tu vois. Ouais. Il y a un moment où, grâce à ça, tu peux vraiment faire la transformation et devenir agent beaucoup plus IMO puissant, augmenté. Ouais. Et ça, donc toi, tu donnes ce dernier conseil, donc c'est de créer un agent IA. Mais si un agent IMO n'est pas trop à l'aise avec créer un agent, etc., il peut très bien sur ChatGPT cliquer sur le petit plus, connecter son application Gmail et lui demander d'aller regarder tous les matins, toutes les newsletters le matin, ou même sur Internet, de demander à ChatGPT « fais-moi un récap en 10 points », etc. On peut le faire manuellement finalement. On peut le faire manuellement. Il y a plein de manières de le faire. Mais effectivement, c'est un conseil pour agents avertis. Ouais. Moi, tu sais, je sais que les agents ils doivent passer des étapes pour arriver à cette espèce d'agent innovant et cet agent averti. Mais ouais, pour tous les agents qui aujourd'hui sont déjà performants sur le terrain, qui ne sont pas en train d'aller chercher du business et compagnie, ils vont passer une étape. Ok. Bon, bah merci en tout cas pour toute la valeur que tu nous as donnée aujourd'hui et ce dernier conseil qui est lié à l'IA justement. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode du Webcast de l'IMO avec Vincent Lecamus, donc pour l'épisode 8. N'hésitez pas surtout d'aller sur LinkedIn, Le Bon Coin IMO, pour visionner évidemment les anciens épisodes et vous inscrire au prochain. Merci d'avoir visionné cet épisode du Webcast de l'IMO et je vous dis à bientôt.